fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, Cergy, mon petit paradis, ma sweet banlieue. Comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. C'est parti pour le 7e numéro du 100% Football Amateur, l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond sur RGB 99.2 FM à Cergy et nulle part ailleurs. Les titres de ce soir, Dupré à la conquête d'un club historique, plusieurs clubs de national à la trappe en Coupe de France et le grand retour de Jacques dans l'Oise. Pour m'accompagner, je vous présente ma team 2 étoiles. Kevin Makazi, comment vas-tu Kevin ? Ça va très bien et toi Farid ? Très bien, merci d'être à mes côtés. Avec grand plaisir. À ta droite, donc à ma gauche, Florian Lartigot, comment vas-tu Florian ? Salut Farid, impeccable. Impeccable. Tous les lundis à chaque fois, c'est génial. C'est génial. Voilà. Exactement, je dirais pas mieux. Voici le programme, mesdames, messieurs. C'est le nouvel homme fort du sportif nîmois. Au dernier mercato, il a recruté plus d'une vingtaine de joueurs en 26 jours. Passé en jeune par le Paris Saint-Germain, Anthony Dupré est avec nous dans quelques instants au téléphone. C'est le coup de cœur de la team. Il y avait 64 clubs de National 3, 43 clubs de National 2, 17 de National, le troisième échelon du football français, avant ce 5e tour de Coupe de France. À chaque tour, la Coupe de France offre son lot de surprises, d'émotions, de sensations fortes. On en parle en seconde partie d'émission. Passé par l'Oise, entre 2016 et 2021, le Bordelais d'origine a participé à la montée historique en Ligue 2, ainsi qu'à une demi-finale de Coupe de France en 2018. Le défenseur et capitaine Thibaut Jacques est notre invité et interview ce soir. Bienvenue à ce micro Thibaut. Bonjour à tous. Tout va bien Thibaut ? Très bien, on est très bien ici. C'est vrai. Chers auditeurs, auditrices, il est 19h06, le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est maintenant, soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, coup de cœur, coup de gueule. Avec un parcours riche de ses expériences de joueur professionnel et de consultant, il s'est lancé dans un nouveau défi de directeur sportif à Nîmes. Il a un agenda de ministre, mais il a accepté de répondre à nos questions. Nous avons au téléphone Anthony Dupré. Allô ? Oui, Farid, ça va ? Oui, très bien, merci Anthony. Et toi ? Ça va, je te remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui, Anthony. On va parler donc de ton actualité. Bon, peut-être, aujourd'hui, il n'a pas fait très beau du côté de la région parisienne. Non, ici, il fait tout le temps beau, t'embête pas. Oui, voilà ce que j'allais dire, mais je poserai quand même ma question. On voit la vie autrement dans le sud ? On la voit dans les bureaux en ce moment, beaucoup. Quand même, tu as quand même vu sur le soleil ? Oui, j'ai vu sur le soleil. Bon. Et donc, oui, parlons actualité, parlons Nîmes Olympique. Ça parle à beaucoup de personnes, ce club. Comment s'est passée la transition entre ta carrière de joueur et ton arrivée dans la direction sportive ? Tout simplement, le président, du coup, une fois que j'ai raccroché les crampons, on se connaissait déjà. Et après, le président a été contacté pour acheter le club. Il m'a appelé, il m'a proposé le poste en me disant il y a juste 2 problèmes. Je dis dis-moi. Il me dit la première, c'est qu'on a 10 jours pour faire un effectif parce qu'on avait 0 joueur sous contrat. Et la deuxième contrainte, c'est qu'on n'a pas un gros budget. Je lui dis écoute Banco, allez on y va. De toute façon, faut prendre des risques dans la vie et j'avais mes convictions et puis on a travaillé d'arrache-pied avec le coach, avec le staff et le président pour pouvoir monter la meilleure équipe possible. Même pas peur par rapport à ce défi qui était quand même pas si évident ? Non, parce qu'aujourd'hui, le club de Nîmes, il parle à beaucoup de gens. Et puis le contexte sudiste fait aussi que quand j'arrive avec des joueurs qui ont 32, 33 ans, forcément je les attire plus facilement dans le sud que
si j'étais dans le Nord, donc forcément c'est force de persuasion. Bon, tu l'as dit, tu en as parlé et t'as un peu expliqué ton choix, mais on doit le dire quand même, beaucoup d'anciens joueurs peinent à trouver leur voie. Toi, le fait de devenir directeur sportif, c'est quelque chose qui t'emballait déjà avant la fin de ta carrière ou finalement tu l'as pris comme un nouveau défi? Non, ça m'intéressait. En fait, moi j'aime beaucoup de foot, donc je regarde beaucoup de matchs. Et je me suis toujours dit, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres à prendre, d'autres à pas prendre. Et je me suis toujours dit que si un jour l'opportunité se présenterait, que je la saisirais. J'ai eu des offres cet été en national pour y aller, avec moins de pouvoir et moins de largesse dans mes prérogatives. Et donc, à un moment donné, j'ai pris ce choix-là. Et l'avantage de repartir sur une feuille blanche, c'est qu'on met ce qu'on veut en place. Tout à fait. Alors, tu l'as dit, je rebondis là-dessus, sur tes propos quand même, Anthony, tu as eu plusieurs autres opportunités, des opportunités de National 2 ou voire même de National? Non, national 1, j'en ai eu 3. J'ai fait des entretiens, mais sauf que dans 2 de ces clubs, je devais couper des têtes avant de faire arriver des joueurs. Et c'est pas ma façon de faire. Je pars du principe qu'il faut respecter l'humain. Et dans une autre proposition, c'était plus un rôle de responsable du recrutement, pas de directeur sportif. Donc il y aura une personne au-dessus de toi qui est certainement le président ou autre, ou un consulting extérieur qui prend la décision finale. Et c'est pas comme ça que je voulais avancer. Tu dis souvent, je l'ai lu, avoir gardé ton âme de conquérant. Concrètement, comment cela se met en place? Qu'est-ce que ça signifie dans ton travail quotidien du côté du Nîmes Olympique? Moi, je suis chiant au quotidien, honnêtement. Thibaut a joué, il y a Thibaut Jacques, Simon a joué avec Simon, qui est un ami à moi. Et moi, je suis dur. Hein, moi, je regarde. J'ai un mode de fonctionnement qui est particulier, c'est-à-dire que je regarde toutes les séances. Pendant les séances, des fois, je fais des débriefs aux joueurs sur ces choses qu'on attend et qu'on n'attend pas avec le coach. Et je pars du principe que pour être exigeant avec eux, il faut être exigeant déjà envers moi-même. Et que si demain j'ai une réflexion à leur faire, si je suis pas légitime, c'est-à-dire que je vois aucune de leurs séances et que on fait pas de séances vidéo, on fait pas de choses où on pousse un peu plus la chose, je suis pas légitime pour aller leur parler. Donc je suis exigeant avec moi et après je le suis aussi beaucoup avec eux. Au moins, c'est transparent, c'est très clair. Le poste de directeur sportif, bon, on sait un peu en quoi ça consiste. C'est souvent un jeu d'équilibre entre passion et diplomatie. Comment fais-tu pour ne pas te laisser emporter? Alors en plus, moi, là où c'est une petite particularité, je pense que c'est très peu commun, c'est-à-dire que moi, je suis vice-président du club aussi. Donc aujourd'hui, je vois des deux côtés en fait. Je vois le côté process de travail, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à mettre en place pour gérer un match, pour les partenaires, pour plein de choses comme ça. Et après derrière, j'ai mon process qui me passionne le plus. Hein, on va pas se mentir, c'est vraiment pour ça que j'aime ce travail. Maintenant, il faut toujours être dur, mais en étant juste. Et pendant les matchs, c'est difficile. Après les matchs, c'est difficile, mais il faut toujours être juste pour tirer le meilleur des joueurs parce que Thibaut, on est là pour en témoigner, mais je pense que les joueurs, déjà, s'ils sont pas bien dans leur tête et que tu les accompagnes que tu les accompagnes pas de la meilleure façon en étant bienveillant avec eux, ils donneront jamais la quintessence de ce qu'ils peuvent te donner. C'est vrai, c'est mieux, en effet, en effet. Je laisse la parole à Florian. Oui, bonsoir. J'ai entendu dans le discours au début qu'il y avait une problématique qui concernait le budget au niveau de Nîmes. Alors moi, j'avais regardé un petit peu avant, alors ça remonte parce qu'on a toujours entendu parler de Nîmes, mais jouant en 72, on l'a qualifié comme étant le maillon faible économique du football français. En 78, le club doit vendre son stade à la ville pour survivre. En 80, on est plus faible budget de D1. 2002, proche du dépôt de bilan. 2018, plus faible budget de Ligue 1. Et je vois de 2023-24, budget de 6 millions. 24-25, budget de 5,5. Et là, on prévoit un budget de 3,1 millions. Qu'est-ce qui se passe économiquement parlant sur Nîmes? Pourquoi ça prend pas plus de... Alors, faut savoir. Je t'avais pas prévenu, Anthony. Hein, j'ai ton expert comptable en plateau. Donc voilà, il est avec nous. Alors, faut savoir, aujourd'hui, le cas de Nîmes, il était inédit pour la DNCG. C'est-à-dire qu'en fait, le club était excédentaire à hauteur de 7 millions d'euros dans les comptes. Mais l'ancien président voulait déposer le bilan. Chose qui ne se fait généralement habituellement pas. Parce qu'on dépose le bilan quand il n'y a plus d'argent dans les comptes. Ou alors quand on est endetté. Là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, toutes les infrastructures dans lesquelles on travaille, c'est-à-dire le stade et le centre d'entraînement, appartiennent à l'ancien propriétaire. Donc en fait,
Ce budget de 3,1 millions, c'est une vaste hérésie parce que oui, certes, on les a, sauf qu'en fait, on a 1,2 million qui partent dans les infrastructures annuelles. Donc finalement, ce budget-là, il n'existe plus. Après, on a des coûts de fonctionnement qui sont importants. On a l'assaut aussi qu'on a repris. Forcément, il y avait un fonctionnement de Ligue 2 ou de National encore, donc sauf que maintenant, c'est plus le cas. Donc au final, sur la masse salariale, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est pas ton budget global, c'est la masse salariale. Sur ta masse salariale, pour te donner un ordre d'idée, dans ma poule, je suis dans les 5 derniers. Donc voilà. On laisse la parole à Kevin. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Moi je vais revenir juste sur un petit passage. On sait que tu as été au Paris Saint-Germain, un club que j'apprécie fortement. À peine. Moi aussi. Et que je porte Énormément. grandement dans mon cœur. on sait que tu es la génération 1994. Oui. J'aimerais savoir quel souvenir tu gardes justement de ce passage au Paris Saint-Germain. On sait que tu es un grand gardien de buts. Qu'est-ce que tu gardes au Paris Saint-Germain de ce souvenir? Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le Paris Saint-Germain, il m'a forgé dans cette âme de conquérant, on va dire. C'est-à-dire que t'arrivais le week-end, tous les week-ends, tu savais que tu devais jouer pour gagner. Je suis allé à Bordeaux derrière, mais c'était pas la même mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, on était plus dans une mentalité de formation où tu devais progresser et t'aguerrir en tant qu'homme. Mais à Paris, en fait, quand t'arrivais sur le terrain, t'arrivais pour gagner, pour rien d'autre. Et franchement, c'est des souvenirs qui sont incroyables. Je me rappelle, on a été ramasseur de balles au parc à l'époque où il y avait pas encore les Qataris, moi quand j'y étais. Et c'était une ambiance qui était incroyable avec la tribune d'Auteuil, etc. La tribune de Boulogne, c'était magnifique. Donc franchement, Paris, c'est que des bons souvenirs. J'en ai gardé plein de potes. Tous les gens qui étaient encore au club, j'en ai certains qui travaillent encore. On a gardé des liens. Donc franchement, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, on va dire? Parce que là, je vois qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui t'ont marqué, mais est-ce que tu en gardes un en particulier? Déjà, je vais parler de mon poste, c'est important, parce que moi j'étais gardien, donc un gardien qui m'avait marqué et qui m'a marqué, que j'ai avec moi aujourd'hui, en plus c'est Mika Salamon, qui était un top gardien, et que j'ai ramené avec moi à Nîmes cet été, qui fait 6 clean sheets en 7 matchs. Il est pas mauvais, hein. Ouais, t'avais Mikey aussi, qui est arrivé de Villers-le-Bel et qui avait un potentiel incroyable. Et maintenant, on le voit, il est en équipe de France A, il est capitaine. Et quand on parle purement foot, il y a 2 joueurs, quand tu ressors de ma génération, qui étaient au-dessus du lot. C'était Abdelaziz, qui était un magicien avec le ballon. Et on avait Erwin Ojenda, qui est un talent gâché pour moi, parce que Erwin, il avait les qualités pour faire une carrière monumentale, mais après, il ne faut pas que des qualités de footballistique, il faut aussi des qualités mentales. Et peut-être que c'est là où ça a un peu pêché. C'est vrai. Il y a Thibaut Jacques qui veut te poser une question, Anthony. Avec plaisir. Bonjour. C'est pas spécialement une question, mais en tout cas. Je t'entends de loin, Thibaut. D'accord, là c'est mieux? Voilà, je t'entends, c'est bon. Donc c'est pas spécialement une question, mais en tout cas le discours que j'entends depuis tout à l'heure, il est plutôt clair, et je pense que cette transition à Nîmes, moi je vois ça vraiment de très loin, je connais pas vraiment le club, mais ça a l'air très clair en tout cas dans ta tête et dans la vision que tu veux en faire, et rien que pour ça, félicitations, parce que je pense que le chantier était assez colossal dès le début. La transition est en route, on va dire, même si le chemin est encore long, mais en tout cas, félicitations. Merci, c'est gentil. Mais honnêtement, tu vois, et je sais pas, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai un président en fait qui me laisse les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il me demande même pas qui signe, combien il signe, etc. Et j'ai un budget en fait à respecter. Et tant que je rentre dans mon budget et que humainement je suis dans mes clous de ce que je veux mettre en place, il me laisse les pleins pouvoirs. Donc franchement, c'est aussi grâce à lui que ça se passe très très bien. Ouais, c'est important d'avoir une bonne relation avec son président, ça peut aider. Pour rebondir un peu rebondir sur les propos de Thibaut, quel projet sportif veux-tu construire à Nîmes? C'est plutôt une reconstruction, c'est plutôt une relance ou une ambition de montée? Non, c'est une reconstruction. Moi, je suis ambitieux, mais il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 mois, le club n'existait plus. Il y avait 0 joueur sous contrat, mais vraiment 0. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de joueurs. Là, il y en avait vraiment 0. Donc, on a construit une équipe qui, pour nous, colle au niveau. On a refusé des joueurs, on en a pris d'autres. On a des joueurs où c'est des paris et aujourd'hui, ces paris marchent.
Mais aujourd'hui, de manière très transparente, et Thibaut, il a déjà vécu des montées. Il a vécu la montée qui vit avec Chambly en national pour aller en Ligue 2. Tout à fait. Si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il met 4 ou 5 buts de la tête cette saison. Il tire aussi les pénaltys. J'avais mis 7 buts, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Donc, et en fait, il faut des caractéristiques bien précises. Et la N2, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase de reconstruction. On essaie de stabiliser le club. Moi, mon président m'a demandé de me maintenir. Maintenant, si en février-mars on est placé, je vais pas me gêner. Les joueurs ils le savent et je leur ai dit très clairement déjà. Donc, c'est eux qui ont les cartes en main. Moi, je joue plus. C'est pas faux, mais souvent dans le Money Time, on demande aussi des doubles primes. Et donc, dans ce cas-là, je rappellerai mon expert comptable à ma gauche, Florian. Avec plaisir. Avec plaisir. Il y a une question aussi d'actualité, Anthony. Moi, j'ai lu des papiers sur le stade des Costières. Est-ce que Nîmes a une chance d'y rejouer dans les prochaines années ou pas? Aujourd'hui, je vais vous dire mon point de vue à moi, il m'engage que moi. Les gens sont attachés au stade des Costières parce que c'est là où ils ont vécu en Ligue 1. Mais à l'époque, quand ils partent de Jean-Bouin pour aller aux Costières, ils tapaient du poing sur la table comme quoi c'était pas normal. Maintenant, on part des Costières pour les Antonins. Ils n'arrivaient pas à s'approprier le stade. Des problèmes avec le président, etc. Pas de souci. Ils l'associent à ce stade-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est en National 2. On fait 5000 personnes au stade. Mais les Costières font 18 000. Donc aujourd'hui, je vais pas ouvrir une tribune pour Thibaut, il est joueur. Donc, il sait très bien que jouer dans un stade qui est plein, même qui est plus petit, c'est beaucoup plus plaisant que de jouer dans un stade qui fait 5000 mais qui en contient 18. Donc, moi, mon avis à moi pour la performance de mes joueurs, c'est qu'on est très bien aux Antonins. Le moment où on refusera 3000 personnes au stade tous les matchs, j'entendrai ce discours-là. Par contre, aujourd'hui, à l'instant T, la pelouse, elle est bonne, c'est un hybride, le stade, il est tout neuf. On est très bien aux Antonins. Maintenant, si demain, on a le bonheur de monter dans les années qui arrivent et de faire des montées successives, on pourra ouvrir le débat. Mais pour l'instant, le stade, il n'est pas en fonction. Oui, j'ai bien vu qu'il y aurait déjà besoin d'un bon jardinier déjà pour s'occuper de la pelouse. Mais c'est pas gagné. Je sais pas, Florian, Kevin, dernière question pour Anthony. Ouais, le dernier match que vous avez fait en championnat, c'est contre Créteil, un club Oui. qui se reconstruit également en région parisienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le match, savoir le niveau de Créteil? Est-ce qu'ils repartent comme vous? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose ou pas? J'ai tendance à dire que dans ces niveaux-là, l'argent ne fait pas tout. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées, et les idées, elles payent à ce niveau-là. Donc, la différence qu'il y a eu entre notre équipe et la leur sur le match c'est qu'un match, donc c'est un match isolé. Mais c'était l'engagement, on a produit des courses, on a été impactant, on a pris de la profondeur. Chose que eux nous ont pas forcément posé de problème à part une fois. Après, je pense que c'est une question d'envie aussi. Parce que, sans trahir de secret, mes salaires, c'est pas des gros salaires. Mon plus gros salaire, il est à 3 000 € et mon plus petit salaire, il est à 600 €. Je pense que c'est même pas le plus petit salaire d'un salaire de Créteil. Donc, moi, les joueurs, ils jouent pour gagner des primes. D'accord, une Donc, grosse part de variable, quoi. Ouais, il y a une part de variable et c'est une part de... Ils prennent le pari que le club repartait de zéro parce qu'il faut savoir que ces joueurs-là, ils ont signé quand on n'avait même pas passé la BNCG. Et donc, ils ont pris le pari de me croire et de croire en ce que je leur ai vendu et ce que le coach leur a vendu. Donc, voilà. Je pense que la différence sur ce match-là, c'était peut-être une question d'envie. Parce que, intrinsèquement parlant, quand je prends les joueurs de Créteil tous un par un sur le papier, ils jouent tous chez moi. Sauf qu'avoir des individualités, avoir une équipe, c'est deux choses différentes. Exactement, on a eu un très bon exemple il y a quelques semaines encore du côté du Paris Saint-Germain. Je ne pouvais pas terminer mieux. Tu finis pas sur ça. Si, comme quoi avant c'était une galaxie de stars et depuis c'est un collectif. Je pensais que tu me parlais du match de Marseille, excuse-moi. Non, pas du tout. Non. Je parlais du titre de champion d'Europe, bien sûr, Anthony. Ah, bien entendu. Non, Thibaut, s'il te plaît. Non, c'était... Merci en tout cas, Anthony, de ta participation et de ta présence au 100% football amateur. Merci à vous et passez une bonne soirée. Merci à très bientôt, On est Anthony. champion d'Europe, merci. Voilà, c'était très intéressant. Merci à vous quatre, donc à Anthony au téléphone et à vous trois autour du plateau. C'était très intéressant. Il est 19h, bientôt 24, toujours en compagnie de Kevin et de Florian. Passons à la magie de la Coupe de France. Le 100% football amateur, les résultats.
Messieurs, retour sur une dizaine de rencontres du 5e tour de la Coupe de France le week-end dernier, avec l'entrée en lice de clubs de national. Donc je les rappelle rapidement. Linas Montlhéry l'a emporté facilement sur Montrouge 6-1. Une des premières surprises, Ivry de National 3 a battu Versailles, équipe de National 1-0. D'ailleurs, Kevin, je te demanderais de nous parler un peu des coulisses et nous dire comment s'est passé ce match. Sainte-Geneviève National 3 a perdu au tir au but contre Montois, Régional 1, 4-3. Il y a eu un partout au temps réglementaire. Herblay, équipe de départementale 1. On a reçu la semaine dernière le coach, Maxime Pétain, a failli créer un exploit retentissant face à Aubervilliers de National 3. Il y a eu 2 partout au temps réglementaire. Il y avait encore 2-0 en faveur des locaux et des petits valdoisiens à la 70e minute. Et oui, ça s'est terminé après au tir au but. Et Aubervilliers a emporté 5 pénaltys à 3. Cergy sur son terrain a battu Houille, équipe de Régional 1. 3-1. Match disputé, mais les locaux ont montré beaucoup de cœur. Argenteuil FC est parti l'emporter sur le terrain de Longjumeau, 2-1. Entre Montfermeil et le FC 93 Bobigny, il y a eu beaucoup de fautes, mais la logique a été respectée. Le FC 93 l'a emporté au tir au but. 2 pénaltys à 0, pardon. Fleury, logique respectée, l'a emporté sur le terrain d'Adamois, 4-0. Sarcelles l'a emporté également sur le terrain de Bagneux, 5-2, mais il n'y avait que 3-2 à la mi-temps. C'était serré. Et je terminerai par ce résultat. Le Paris 13 Atlético également a eu du mal sur le terrain de Perreux. 2 partout au temps réglementaire et victoire au penalty. 3 penalties à 1 pour Paris 13 Atlético. Donc des surprises. Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent. La Coupe de France a été marquée par les éliminations de Rouen, de Versailles, de Valenciennes, de Villefranche. Donc pas mal de grabuges et de défaites en national. Et donc je te laisse la parole, Kevin, pour ce match entre Versailles et Ivry. Déjà, moi j'étais parti voir Versailles-Villefranche. Donc c'était vraiment un duel âpre entre deux équipes et Versailles avait gagné 2-1 avec une très grosse entrée de Shelton Guillaume qui a fait une entrée phénoménale. Et donc juste après, donc, comme tu l'as dit, il y avait Ivry face à Versailles. Et en fait, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à que Versailles passe. Et au final, il y a la grosse surprise, comme tu l'as dit, de Ivry qui a battu Versailles. Alors que Versailles est sur une dynamique mais vraiment topissime. Exactement. Je crois qu'ils ont seulement une défaite. Et ils ont un match nul contre Aubagne. Et sinon, il n'y a que des victoires. Et c'est vrai que beaucoup de gens s'attendaient à que Versailles gagne. Mais quand j'ai parlé avec le coach adjoint et le coach, ils m'ont dit, en fait, nous, vraiment, l'objectif, c'est vraiment le national. Donc, en fait, quand on regarde la composition, il y a eu que deux titulaires, pardon. 2 titulaires, ouais, d'accord. dans la composition du 11, et il y en avait un qui était sur le banc. Donc en fait, ils ont beaucoup fait tourner, parce que voilà, je pense que dans leur tête, c'était vraiment les matchs contre Sochaux et Dijon qui arrivent là prochainement. Et on a vu malheureusement qu'il n'y avait pas forcément de cohésion dans l'équipe, et malheureusement, ça a été une défaite pour Versailles. Le directeur, le coach adjoint, pardon, m'a dit, justement, après le match, que malheureusement, en fait, le fait qu'il y ait eu un gros turnover, il n'y avait pas forcément les automatismes qu'ils avaient su créer, parce qu'en fait, il y avait vraiment un peu, on va dire, un mini fossé entre les titulaires et les remplaçants, ce qui fait que malheureusement, en fait, ils ont beaucoup plus privilégié le jeu direct que le jeu de position qu'ils ont d'habitude. Et au final, malheureusement, ça n'a pas marché. Et Ivry a été très bon, s'il faut le souligner, pardon. Bien sûr. Parce que Ivry, il m'a dit, Ivry, je crois qu'il y a eu 4-5 fois des balles de 2-0, mais qu'ils ont loupé. Mais Ivry a été très bon dans le match. Mais voilà, donc malheureusement, Versailles a été éliminé. Maintenant, c'est vraiment focus sur le national, avec là les matchs qui arrivent, Sochaux et Dijon, et puis Rouen aussi. Qui éliminé également avec une équipe bis, mais bon, je pense que même avec une équipe bis, je présume que notre ami Régis Brouard attendait une victoire. Je te laisse la parole, Florian. Ouais, t'as oublié, je trouvais un exploit. On a oublié l'Étoile de Bobigny. D'accord.
qui est en première division de district, qui s'imposait 2-1 contre la R1 des Ulysses. Ah, bravo. Ah Donc ouais. on a un petit poussé quand même. Ah oui, oui. Herblay, c'est dommage, on en a parlé la semaine dernière. Ça monte leur niveau quand même. Exactement. Ils font Ça 2-2 se joue à pas grand-chose. Hein. Ils font 2-2 contre une Nationale 3. Alors oui, c'est clair que ça vise la montée en départemental 1 en Ligue. Ça, il Oui, avait oui, dit. oui. Il s'en est pas caché. Non, après c'est bien aussi qu'ils s'arrêtent là, peut-être pour préserver leur saison, parce qu'il va rester la Coupe de Paris du coup. Oui. Peut-être aller chercher quelque chose à ce niveau-là, et puis la Coupe du Val d'Oise. Donc non, c'est les surprises, c'est la Coupe de France, la magie de la Coupe de France, c'est génial. C'est un match où tout est permis, et même si la logique est respectée, des fois on a quand même des petites surprises. Ouais, il y a des petites surprises. Le tirage au sort ce mercredi. Ouais, le tirage au sort pour la Ligue de Paris le 15 à C'est ça. 18h, Ouais. pour des matchs qui se dérouleront le samedi 25 et dimanche 26. Après, c'est vrai on aurait pu appeler peut-être un coach, vainqueur côté de Sarcelles, de Cergy Ah oui. ou du FC Argenteuil, peut-être qui privilégie déjà une équipe de nationale pour le prochain tour où ils espèrent aller le plus loin possible. J'allais te poser une question, Thibaut. Toi, tu as joué une Coupe de France en 2018 ? Oui, tous les ans, mais on a Oui, fait un beau mais tu parcours as en été 2018. très très loin en 2018. Exactement. C'est quoi ce parfum si particulier de la Coupe de France ? Ce parfum, c'est que tout est possible, très clairement. Donc oui, il y a un niveau, oui, il y a un écart sur le papier, mais par contre, sur les 90 minutes, avec les gens autour, les supporters, et puis des équipes qui sont parfois remaniées, c'est compliqué. Par exemple, la Versailles qui a dégagé un 11 ou 12 joueurs depuis le début de la saison qui tournent bien. Dès que ça tourne beaucoup, forcément, c'est dur de retrouver les mêmes ingrédients. Et c'est là où tout est permis. Et puis Tout le est permis. petit, il sait aujourd'hui que il y a de plus en plus de surprises. Donc tout le monde a sa chance, quoi. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vous l'avez emporté 4-0 4-0, oui. 4-0. Exactement. Et ça a été comment, ce match ? Ça a été compliqué. Compliqué quand même. Ouais, on mène 1-0 à la mi-temps, mais on met que les 3 derniers buts dans les 10 dernières minutes. D'accord. Voilà, après sur un terrain compliqué parce que c'est les petits terrains de campagne, etc. Donc vous ne pouvez pas spécialement faire un beau jeu. Donc on a un Pour peu l'amorti abusé ou le contrôle, c'est compliqué. Voilà, on a fait un peu de jeu direct, Jeu mais c'est ça, à l'anglaise, un peu de kick and rush. Mais... Comme Versailles ce week-end. Exactement, mais bon voilà, il faut s'adapter et puis ça fait partie du foot. Je veux dire, le foot, c'est pas que sur des bons terrains, pas que avec 20 000 personnes. Non, le foot, c'est pour tout le monde. Et partout surtout, donc il faut savoir être hybride comme le terrain. Exactement, mais comme je disais à mes consultants Florian et Kevin, est-ce que déjà dans le vestiaire, vous imaginez une affiche pour le prochain tour ou pas du tout ? Non, pour l'instant on n'imagine rien, c'est vrai que c'est le tirage, on attend le tirage pour voir ce qui arrive. On préfère tomber des petites équipes parce que souvent ça fait une belle fête aussi, dans le département ou dans la région. C'est toujours mieux. Peut-être que les petites équipes, elles préféreraient encore passer des tours. Mais là, nous, on l'a vu ce week-end à Auneuil, c'était vraiment une belle fête pour les locaux. Pour les locaux. Et franchement, voilà, tout le monde. Il y a des gens qui viennent nous voir aussi le samedi à Chambly, qui étaient là et qui sont supporters d'Auneuil. Et là, au final, tout le monde est réuni. Donc voilà, c'est vraiment une belle fête. Exactement, c'est une belle fête la Coupe de France. Il faudra attendre le 7e tour et le 15 novembre pour voir l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Donc je souhaite à Chambly d'aller aussi loin et peut-être de rencontrer une équipe de Ligue 2. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà pour les résultats, il est 19h32. Merci messieurs. On file maintenant vers notre grand format du jour avec un joueur que les années ne ralentissent pas, bien au contraire. Le 100% football amateur, l'interview. Il avait été un des acteurs majeurs de la montée en Ligue 2, puis 2 saisons vécues dans le monde professionnel. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau le capitaine gamblisien Thibaut Jacques. Tout va bien, Thibaut ? Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui rend ton retour à Chambly symbolique dans ta carrière ? Symbolique parce que c'est un petit peu là que j'ai connu mes plus belles années, que j'ai connu le plus haut niveau auquel j'ai pu jouer, la Ligue 2. Et puis parce que ça a vraiment été une aventure exceptionnelle avec ce club-là. Donc c'est ce qui rend le retour un peu particulier. Ouais, en effet. Exactement. As-tu retrouvé des gens de ton passage entre 2016 et 2021 ? En tant que joueur, il y a Simon, forcément Le Simon gardien, Pondomé, oui. ouais, voilà, le gardien. L'entraîneur des gardiens, Baba,
qui est l'éternel, qui est toujours là. Et puis après, c'est beaucoup les dirigeants, les bénévoles, tous les supporters qui me retrouvent, que je retrouve aussi. Donc c'est très très bien. Ouais, t'as retrouvé ta maison quelque part. Ouais, on peut dire un peu ça. On peut dire ça. Le speaker aussi. Aussi. Oui, Maxime. Aussi Max. Maxime exactement. Exactement. Pourquoi quand même as-tu choisi de revenir à Chambly à ce stade de ta carrière? Est-ce que tu n'avais pas d'autres priorités, opportunités, ou finalement tu t'es dit je veux revenir dans un club que je connais quasiment parfaitement? C'est ça s'est passé un petit peu comme ça, un petit peu au dernier moment. J'étais à Poitiers. Oui. Qui est un peu une de mes villes d'origine, même si je suis né à Bordeaux, j'ai beaucoup vécu à Poitiers. Donc, oui, le temps de la région parisienne te manquait plus que celui du sud. Je comprends, parce qu'il mais fait tu peux le dire. Il fait vraiment beau à Paris, il n'y a pas de bouchons et tout, donc c'est vraiment appréciable. Non, mais après, j'avais ma femme et mes enfants qui sont restés à Paris, donc je faisais les allers-retours. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué au quotidien pour les enfants, pour l'école, pour le bien-être de tout le monde. Et il y a eu cette opportunité-là qui s'est présentée vraiment au dernier moment. Et puis on a dit banco, quoi. C'était l'occasion de faire ce retour. Donc c'était à la fois, avant de laisser la parole à Kevin et à Florian, c'était à la fois une opportunité sportive, mais également... familiale également, et peut-être le début de l'après-carrière. Peut-être, je me fixe pas de limite aujourd'hui, je me sens bien, donc, mais forcément je suis plus près de la fin que du début. Donc on réfléchit à tout ça, bien sûr. C'est vrai qu'on a pu remarquer maintenant les joueurs de foot ont des carrières jusqu'à 40, 41 ans. Donc toi tu vises cet âge-là. Pour l'instant je vise, je me sens bien, donc j'y vais. Je me pose pas la question, à vrai dire. En tout cas, je le vois, il a toujours pas de cheveux blancs, donc je pense qu'il a encore du temps devant lui. Blague à part. Je laisse la parole. Je laisse la parole à Florian. Ouais. On parlait de la Coupe de France tout à l'heure. Alors il y a eu une demi-finale contre les Herbiers en 2018, mais en 2015, il a également joué un quart de finale avec Boulogne-sur-Mer contre Saint-Etienne. Perdu au pénalty, ouais. Ça fait quoi de marquer un pénalty à Ruffier? Alors quand on pose le ballon et qu'on recule, la cage elle est petite parce que Ruffier prend beaucoup de place. Ouais. Mais c'est un gardien pas comme un autre forcément, mais voilà, l'exercice reste le même. Il faut la mettre au fond, il faut taper le plus fort possible et puis espérer qu'ils ne la prennent pas. Et qu'est-ce qui a été plus fort en émotion entre ce quart de finale et la demi-finale? La demi-finale quand même. Ouais. Quand même, parce qu'on est vraiment à une marche d'y arriver. Et du Stade de France. Du Stade de France. Après, c'est quand même un peu équivalent parce que c'est vrai que Saint-Etienne, on tenait entre guillemets ce match. On mène 1-0, il reste 5 minutes, ils égalisent. On va au penalty. Les penaltys, on mène pendant les penaltys et on a les 2 derniers tireurs malheureusement qui loupent et on se fait éliminer comme ça. Derrière, c'était le PSG, je crois, de Zlatan. Tout à fait. Donc on allait se faire zlataner peut-être, mais... mais non, parce que la finale, il n'y a que 2-0 en finale. Hein, par les oui, Herbiers. ça c'était les Herbiers, mais l'année avec Boulogne, il me semble que c'est un Paris-Saint-Etienne, à l'époque où Saint-Etienne, il tombait toujours face au PSG en coupe, etc. Raison. Et si on passait avec Boulogne, on tombait le PSG, il me semble. Mais oui, forcément, avec Chambly contre les Herbiers, c'est une marche de la finale, la Beaujoire pleine. On a fait venir beaucoup de supporters qui nous ont supportés jusque dans la Beaujoire, qui ont fait un max de bruit face à toute la Vendée qui était venue. Donc c'était fort. C'était un peu la fête du football amateur, on peut dire, cette demi-finale, même si ça n'a peut-être pas plu à certains qui auraient préféré des clubs pro en finale. Mais en tout cas, c'était une belle fête pour nous. Et c'est pas trop dur de repartir après, justement, de plus avoir des stades pleins, d'avoir cet engouement, de retomber sur un match à l'époque de National, un peu plus calme. Mentalement, ça change, clairement. C'est pas la même adrénaline, mais en soi, on retourne au quotidien. C'est pas... Ça va. On connaît pas tous les week-ends 30, 40, 50 000, donc ça va, on se remet vite au quotidien quand même. De ces émotions, en effet. On laisse la parole à Kevin. Déjà, bonsoir. Déjà, bravo pour ta carrière, même si elle n'est pas encore finie. Mais en fait, moi, j'aimerais juste revenir sur 2 éléments. Déjà, à Chambly, on sait que tu es un élément, on va dire, indispensable. Voilà, tu es le capitaine exemplaire partout. On parle de toi dans la rue, même partout. Tout le monde a ton maillot.
Mais Ah, j'aimerais Kevin juste- a fait un micro-trottoir. hein. mais j'aimerais juste revenir sur un petit passage. J'étais à Versailles pendant 2 ans. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de ce passage à Versailles? Parce que voilà, on sait qu'à Chambly, voilà, t'es le capitaine exemplaire, tout le monde te connaît. Tu vas à Versailles pendant 2 ans. Et on sait que Versailles était un peu dans une transition. Mhm. Comment tu as vécu cette transition et comment tu as vécu ce passage à Versailles? Oui, le coach de Versailles nous écoute, hein, Jordan. Ouais. Bah, moi, je l'ai pas connu. Ouais, non, toi, t'as J'en connu j'en le ai, passeur. j'en ai connu 5 ou 6 Ah en oui. 2 ans, Ah mais oui, j'ai pas pas mal. connu le dernier. Donc, non, mais c'est un club qui grandit, qui venait d'arriver en national, C'est ça. qui était promu, qui avait des moyens intéressants et qui a voulu de suite s'imposer dans la division, donc a fait venir beaucoup de gros joueurs. Et la première année, ça a plutôt bien fonctionné. On finit 5e, il me semble. Ouais, Mais exactement. on a été très longtemps dans les 2 premières places. Donc voilà, après c'est vrai que c'était un club qui manquait de stabilité. Parce que voilà, après ça a changé de propriétaire, il y a eu différents coachs avant les nouveaux propriétaires, après les nouveaux propriétaires. Donc voilà, c'est un club qui s'est un petit peu cherché, qui semble retrouver de la sérénité aujourd'hui. Ouais. Moi, de ce que je vois de plus loin, et je pense que c'est très bien pour le club et pour les clubs en général. Et voilà, on voit qu'aujourd'hui, ça travaille plutôt pas mal. Ils sont devant. La saison est longue, mais en tout cas, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, le directeur sportif qui va te chercher, c'est Michael Michet? Oui. Ok, c'est Michael Michet qui t'appelle, qui dit, qui Exactement. t'explique le projet pour que tu viennes à Versailles. Parce que c'est Exact. un ami en fait, c'est pas que je le connais très Ouais, bien. ouais. Bah, Donc, c'est lui qui va te chercher pour que tu viennes à Versailles. exactement. Michael qui m'appelle. Et comment t'expliques le projet justement de Versailles? Parce que voilà, tu dis que c'est un projet un peu particulier, chercher des joueurs vraiment, tu sais, qui avaient vraiment cette expérience aussi. Comment il t'expliquait le projet pour que tu puisses venir aussi à par la Clairement, suite? clairement, il me dit qu'il y a des propriétaires qui ont, entre guillemets, pas beaucoup de temps, qui ont envie de faire des grandes choses. Ils sortent en plus d'une grosse saison avec une demi-finale de Coupe de France, je crois. Oui, aussi. Voilà, et une montée. Donc voilà, c'est parfois dans le football, il y a des wagons qu'il faut prendre. Exactement. Ça peut engendrer plein de choses. Et voilà, il me fait comprendre qu'aujourd'hui, il veut monter une grosse équipe. Il me dit quelques noms qu'il a fait signer ou qu'il veut faire signer. Ouais. Et je vois de suite que le projet peut prendre une ampleur vraiment très conséquente. Donc de suite, on se dit, je veux faire partie de ce projet-là. Et puis moi, ça me permettait de revenir en région parisienne aussi. Donc tout ça a fait que ça a tout bousculé. T'as t'as signé à accepté, Versailles. quoi. En tant que capitaine emblématique de Chambly et leader défensif, comment tu vis ce début de saison compliqué du côté de Chambly? Eh ben, c'est pas facile parce que parfois on a des raisons de douter parce qu'on travaille pas bien aux entraînements, parce que dans le club c'est un petit peu le bazar, parce que plein de choses. Sauf que là aujourd'hui c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une bonne équipe, il y a un bon staff, un bon coach, un club qui est sain. Et aujourd'hui, malheureusement, les résultats ne suivent pas. Maintenant, ça travaille. Je pense que sur la durée, ça va payer. Je ne suis pas spécialement inquiet, même si aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les clous en termes comptables. Mais en tout cas, on travaille pour changer les choses et le plus rapidement possible. Comment toi, en tant que leader défensif, je le disais il y a encore quelques secondes, leader défensif, capitaine, tu peux influencer le redressement de ton équipe? Est-ce que tu vas passer plus de temps avec tes camarades? Est-ce que tu vas davantage parler avec le coach? Comment Ça peut être sous plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois dédramatiser la situation parce que c'est du football et qu'aujourd'hui, il y a des choses plus graves qui se passent dans la Bien vie, sûr. qu'il faut travailler, parce que si on travaille, je pense qu'on va être récompensé. À la fois, il faut détendre l'atmosphère, parce que voilà, on va pas. Il y a des gens qui vont à l'usine, qui vont bosser. C'est dur pour tout le monde. Donc voilà, faut avoir conscience de la chance qu'on a de faire ce travail. Et puis, par contre, dans les moments importants, avant les matchs ou les dernières causeries entre nous, là, par contre, il faut savoir aussi taper du poing sur la table et dire, en fait, il y en a marre, quoi. Là c'est le moment d'avancer, c'est le moment de prendre des points. Et il faut arrêter de faire tout ce qu'on fait qui n'est pas correct. Donc là, aujourd'hui, tu nous dis que le coach actuel n'est pas du tout sur la sellette? Alors, je ne suis pas dans les papiers des dirigeants. Non, mais peut-être que c'est peut-être un discours qu'on entend autour de vous. Mais nous, en tout cas, on n'entend pas ce discours-là. Tant mieux, quelque part, c'est et nous, on adhère. Il n'en est pas question. En tout cas, pour ma part, et de ce que je vois au quotidien, tout le monde adhère au projet du coach.
et tout le monde pousse dans le même sens. Donc voilà, aujourd'hui, c'est qu'une question de temps pour que ça Exactement, tourne. il faut laisser le temps au temps. Exactement. Et je sais qu'à Chambly, on laisse le temps pour bien travailler et dans de bonnes conditions. Florian, une petite question pour Thibaut. Ouais, il m'a semblé entendre en début d'émission, hors antenne, que tu étais fan Un club historique. Alors, bah, je donne la parole à Kevin. J'enchaîne. parce que non, parce que je regardais ton parcours, je vois que tu as toujours joué plus ou moins dans le nord de la France, tu n'as jamais eu d'approche dans le sud pour aller prendre un peu le soleil, pour retrouver cette Bah, regarde, ambiance, il en a rapprocher pas de ton- besoin du soleil. de ton club de cœur, on va dire. Est-ce qu'on peut rappeler la personne qu'on a eue en début d'émission? Parce qu'il a dit qu'il avait appelé du monde, mais j'ai pas eu d'appel. Anthony. Non, mais parfois ça peut. Il y a eu des contacts, mais c'est vrai que il faut que toutes les conditions soient réunies. Forcément, le discours du coach, des dirigeants, aussi l'aspect financier qui est important parce que on fait déménager toute une famille, etc. Donc il faut que tout soit sûr et que tout soit bien calé. Et puis c'est vrai qu'après j'ai été plutôt bien reçu dans les clubs où j'étais dans le coin. J'ai passé beaucoup de temps à Chambly. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, on coupe un peu les discussions avec certains clubs parce que c'est pas le moment, tout simplement. Quand on est bien à l'endroit, je pense qu'il faut savoir en profiter et donner le maximum pour le club pour lequel on joue. Mais pour peut-être le dire autrement, si opportunité il y a, tu ne fermerais pas la porte à clé. En fait, je pense, moi, j'ai cet avis-là, c'est que les joueurs de foot ne ferment aucune porte. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis très bien à Chambly et je me vois vraiment finir ici. Mais voilà, le football, si dans 3 mois, on ne veut plus de moi, à un moment donné, et que j'ai envie de jouer encore au football, je suis sur le marché, clairement. Donc voilà. Bonne pirouette, Thibaut. C'est le football qui est comme ça. Donc, Bien répondu. Bien donc on est à l'écoute de tout Je le me temps. doute, je me doute. Mais quand on est bien à l'endroit, vraiment, faut en profiter. Ouais, vraiment. Exactement. Kevin. Ah oui, moi, par rapport à. On sait que les défenseurs, est-ce que tu as des références? Par exemple, peut-être des références défenseurs, de joueurs qui t'ont marqué et dont tu t'inspires? Moi, comme je suis un ancien, on va dire, T'es pas un ancien, à l'époque, il y avait Nesta, Paolo Nesta, Maldini, trop fort. c'était vraiment des joueurs. Donc les Italiens. Ah, les et- Italiens. Les Italiens. Oui, mais- exactement, Dans la le jeu main, de voilà. J'ai copié la coiffure, plus que le jeu. Mais non, Donc, et t'es puis un bon relanceur, on m'a dit. ça, on essaie, ouais. Et après, plus récemment, Sergio Ramos, parce que je pense que J'en étais sûr. voilà, c'est pour les tatouages, ça. un peu la coupe de cheveux aussi. Ah, Non, mais je pense qu'il a marqué une grosse génération de joueurs, Ramos, parce Trop que fort. tant d'années à un tel niveau, champion du monde, champion d'Europe, PSG. Real Madrid, l'Espagne. Non, mais c'est vraiment un sacré joueur. Mais Medina, il est très bien. Je préfère Sergio Ramos. Aussi. Ramos a vraiment cette qualité défensive qu'aucun défenseur, je pense, n'a. Quand tu regardes dans le gratin mondial, Medina, il était- Medina, tu passes pas. Voilà. Ah, mais il était très Ramos. complet. Ouais, même mais il ses est blessé. relances, Donc là, il est indisponible pendant 2 mois. Donc peut-être, on verra si on fait appel à Thibaut. Mais blague à part, Thibaut, je présume que la montée en Ligue 2 c'est peut-être ou reste parmi tes plus beaux souvenirs à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Déjà, forcément, les années des montées, ça marque un joueur, ça marque un groupe, ça marque un club. Voilà, Et qui plus est pour Chambly. Et en plus pour Chambly, ouais. Donc voilà, on était vraiment un très très bon groupe de potes. On avait de très bons joueurs aussi. Peut-être pas la meilleure équipe du championnat, mais par contre, tout réuni, je pense qu'on était avec Rodez les 2 meilleures équipes. Oui, mais donc à l'époque, il y avait un dénommé Luzzi. Oui. Hein, Exactement. et il est revenu. Il est revenu du côté de Chambly. L'ancien coach, il est pas devenu directeur sportif ou il est pas. Non, pour l'instant, il est pas. Il est pas dans au club. l'encadrement. Non. Ah bon, bah alors Non. c'est dans l'oreillette, ce qu'on me dit, c'est pas exact. Donc arrêtez de me dire des bêtises. Non, je plaisante. D'accord. Et donc là, pour vous, est-ce que
vu votre classement qui n'est pas favorable, est-ce que vous vous donnez des objectifs? Voilà, tous les 3 matchs, vous vous dites il faut faire une série de 3 victoires ou de 3 matchs sans défaite. Comment ça se passe dans un vestiaire quand on est en bas de classement et qu'on essaie de sortir la tête de l'eau? Dans un premier temps, c'est arrêter la spirale négative. Je pense que c'est plus ou moins ce qu'on a réussi à faire, pardon. Mais on a enchaîné des matchs nuls, donc on a réussi à couper cette série de défaites. Maintenant, c'est réussir à enclencher une série positive, mais positive avec des victoires, parce que c'est vraiment les victoires qui font avancer, parce que là, les matchs nuls, ça va mieux, mais on décolle pas. Donc aujourd'hui, il faut gagner des matchs. Tout à fait. Dans ton effectif, tu me dis si je me trompe, il y a un petit, mais je me permets, Johan Rotzen, Oui. c'est ça, qui l'année dernière avait connu quand même une belle saison du côté du FC 93. Ouais. Quel est son rôle dans le vestiaire? Parce qu'il commence à avoir quelques matchs aussi derrière lui. Mais il a de l'expérience. Il arrive d'un club qui a pareil, je pense qu'il aime batailler, et puis au milieu de terrain, c'est un peu un baromètre. C'est un joueur qui arrive à gérer, à anticiper plein de choses, etc. Donc c'est un très bon joueur et une très bonne personne. Derrière, juste un peu plus... non, peut-être qu'il joue à tes côtés, à Babacar Paye. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça, à côté, ouais. Vous formez forcément cette charnière. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il a fait aussi un petit passage du côté de Racing. Ouais. C'est un très bon défenseur. Baba, pareil, ouais, très bon défenseur, très costaud, très bon avec les pieds également. Marquez aussi, qui arrive de Beauvais, très bon joueur aussi. Non, très honnêtement, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Donc voilà, tout le monde essaie d'amener sa petite pierre à l'édifice pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc je pense que ça va fonctionner prochainement. Avant peut-être de laisser une dernière question à Florian et à Kevin, toujours pour parler de l'actualité, Thibaut, avec ton expérience, tu le dis, il y a un très bon effectif. Es-tu surpris quand même par ce classement où finalement tu te dis tant qu'on ne gagne pas les matchs, tant qu'on n'est pas bon quelque part, il n'y a que la vérité qui prime sur le terrain et c'est comme ça, il faut maintenant relever la tête. Exactement, c'est à un moment donné, il y a des belles équipes parfois qui ont échoué et qui ont vraiment, vraiment échoué. Donc avoir une belle équipe, c'est très bien. Maintenant, voilà, le but, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'a pas réussi, en tout cas. Le coach t'a pas demandé de jouer avant-centre? Non. Non. Il faut justement que tout le monde fasse son travail. Nous, on va essayer de défendre. Les attaquants vont attaquer, c'est mieux. Et marquer des buts. Mais non, faut revenir à des choses, on va dire, simples, basiques du football. Mais c'est ça, quoi. Après, il faut essayer de faire des dépassements de fonction quand on peut. Mais déjà que chacun fasse son travail à son poste, je pense que ça sera déjà très bien. Dernière question de Florian. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter la montée de National, qui est semi-pro, on va dire, au Mont Pro? Est-ce qu'en tant que joueur, est-ce qu'on prend une grosse claque? Ou surtout sur le plan infrastructure, sur la préparation, ou ça passe tout seul? On prend quand même une claque parce que c'est vrai que on joue dans des stades qui sont beaucoup plus importants, il y a beaucoup plus de monde. Nous, le stade était en construction encore à Chambly, donc nous, on vivait toujours au Marais, là-bas, au stade des Marais, avec les petits vestiaires, etc. Mais sinon, tout le reste, oui, on prend forcément une claque. C'est beaucoup mieux. Les interviews, beaucoup plus de journalistes, la télévision, etc. On voit réellement un changement entre le monde professionnel et le niveau national 1. Mais après, sur un plan football, on va dire, c'est plus dur, oui. Mais je pense qu'avec une bonne ossature, avec une bonne équipe qui est bien soudée, avec des bons joueurs, je pense qu'on peut voyager un petit peu quand même. Ouais. C'est ce qu'on a réussi à faire, notamment la première année. La deuxième année, il y a eu le Covid aussi, pendant ces 2 années qui ont été pas évidentes. Mais on a réussi quand même à faire de belles choses à ce niveau-là. Dernière question, Kevin. Moi, je vais plus parler de tactique en termes de système. Quel est ton système favori? Est-ce que tu as un système de prédilection ou dans quel système tu te sens le plus à l'aise en termes de football?
Une réponse politique, tant qu'il joue, il est heureux. Ouais, mais il y a toujours des joueurs qui ont des systèmes de prédilection, tu sais, par exemple 4-3-3, 3-5-2, ou peut-être, voilà, tu sais, je sais pas. J'ai joué dans les deux systèmes. Moi, pour un défenseur, c'est soit un 3-4-3, 3-5-2, ou un 4-3-3, un 4-4-2. Donc, bon, défense à 4 ou à 3, j'ai joué dans les deux. Donc, voilà, après, selon les années, mes plus beaux souvenirs, c'est plus ça où ça va jouer. J'ai connu des 3-5-2 très offensifs. Avec des pistons, avec des pistons très hauts, et j'ai apprécié. J'ai connu le 4-4-2 de Stéphane Le Mignan à Boulogne, où on fait ce quart de finale justement contre Saint-Etienne, où là, on n'avait que des petits gabarits, ça jouait énormément au ballon. Et c'était, voilà, je prenais un pied pas possible aussi. Donc, c'est délicat à dire pour un défenseur. En fait, ça dépend vraiment de l'équipe, en fait. Ouais, exactement. Et du coach. Et du coach, commencer à animer, etc. Des fois, je pourrais dire 3-5-2 et puis le jouer avec un coach qui ne le joue pas comme moi j'apprécie. Et je ne vais pas aimer ce 3-5-2 là, par exemple. Donc voilà, c'est plus l'animation, je trouve, et ce qu'on propose à l'intérieur qui est vraiment important. Dernière question, Thibaut, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Tu te vois rester dans le football ? Je pense que j'aurai toujours des choses à faire dans le football parce que ça m'intéresse et que ça me manquerait trop sinon. Donc j'y serai toujours. Donc, après, pas demain, pas après-demain, mais la semaine prochaine. Voilà, on verra d'ici 2-3 semaines. Le plus loin possible. C'est ça, le plus loin possible. Non, bien sûr. Non, mais je me vois toujours dans le football, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas mieux terminer cette interview par ces propos. Merci en tout cas Thibaut d'avoir répondu à toutes nos questions. L'émission arrive à son terme, mais comme à chaque fois, on fait un petit dernier tour de table. Et comme Florian me jette un regard méchant, je vais lui redonner la parole. Merci Florian d'être passé. Je t'en prie. Juste lundi dernier, j'avais posé une question. Est-ce qu'un arbitre peut arbitrer sans carton ? Ah, je comprends maintenant pourquoi il me jetait ce regard. Est-ce qu'il peut ou pas ? Je ne pense pas. Arbitrer sans carton ? Je pense pas. Non, moi non plus, je suis d'accord avec Thibaut. Eh ben si. Finalement, je suis d'accord avec toi. Voilà, ça a été utilisé pour la première fois les cartons en 1970. La Coupe du Monde 70, et au cas où un arbitre oublie ses cartons, il appelle le capitaine et il appelle le joueur fautif en disant ce joueur est averti. Les cartons ont été mis en place pour le public. Ouais, mais donc avant 1970, il n'y en avait pas. On appelait le capitaine, on appelait le joueur fautif en disant ce joueur est averti. Mais le public ne le savait pas. Quelque part, ça m'étonne pas parce que c'était la télé en noir et blanc et on voyait pas les couleurs. C'est ça. Voilà, pirouette. Merci Florian. Kevin, merci d'être passé également. Avec grand plaisir. Franchement, les invités incroyables, on s'est régalé comme d'habitude. Voilà, comme chaque lundi. On essaye. Merci Kevin. Et le mot de la fin, il est pour toi Thibaut. Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, allez, l'OM. Tu reviens quand tu veux. Coupez. Tu reviens quand tu veux. Merci Thibaut, c'était vraiment très, très chouette de t'avoir à nos côtés. Voilà, donc c'est terminé pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Anthony Dupri au téléphone. Merci à tous les trois. Merci à Axel pour la technique. Je n'oublie pas. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec comme invité notamment Jackie Bonnevet, formateur à la DTN pour les entraîneurs et vice-président de l'UNECATEF. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao. On est sur l'Europe.